Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au référencement Google. Et pour ce faire, donc je ne suis pas toute seule, je vais avoir un entretien avec Céline, qui est une experte dans le domaine. Donc restez jusqu'au bout, parce qu'elle va vous apporter beaucoup de valeur et je suis sûre qu'elle va vous donner les réponses aux questions que vous vous posez. Donc ceux qui me connaissent savent que moi, mon dada, c'est pas ce qui est technique, c'est plutôt de parler de blocage, de croyances, d'équilibrage des perceptions, bref, de mindset en général. Mais dans ma communauté, donc chez mes clients et parmi les gens qui me suivent, il y a souvent cette question de pour avoir de la visibilité, qu'est-ce que je fais? Ok, il y a les réseaux sociaux, mais j'ai un site, un vieux site, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en sers ou pas? Et comme vous vous posez assez souvent la question, du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire toute une série d'interviews dans différents domaines. Et aujourd'hui, j'attaque donc avec le référencement Google, ce qui semble être un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et donc, sans plus tarder, voici Céline Di Venuto Daye qui vit en Suisse. Hello Céline, comment tu vas? Merci Salut d'être avec Anne, moi. merci de m'avoir invitée, ça va très bien, très bien. Et toi? Cool, ouais, ouais, très bien. Je suis ravie que tu sois avec moi parce que tu vas te dire qui tu es. Déjà, je te laisse te présenter. Comme ça, l'audience saura qui tu es. Et puis après, on va embarquer. J'ai quelques questions pour toi. Voilà. Donc, qui es-tu, Céline? Super, bonjour tout le monde. Alors, moi je m'appelle Céline et je suis, comme l'a dit Anne, en Suisse et j'ai créé une société de référencement Google pour faire de la formation en référencement qui s'appelle SEO Master. Et moi, de formation, en fait, j'ai un master en système de communication du Polytechnique de Lausanne. Donc, je suis dans la technique, en fait, depuis finalement toujours. J'ai d'ailleurs fait mes premières expériences en référencement. À l'époque, ce n'était pas Google, mais en 2003. Je faisais alors partie de la junior entreprise. C'est en fait une société étudiante qui se charge de mettre en contact des entreprises avec des étudiants pour leur donner des travaux à faire pendant leurs études. Et puis les membres de la société font la gestion des projets, en quelque sorte l'interface entre les entreprises et les étudiants pour effectuer ces travaux. Et c'est là que j'ai eu un premier projet de référencement à gérer. Et en fait, à l'époque, c'était complètement différent, hein. Il suffisait de blinder les pages de mots-clés et puis donner les URL aux différents moteurs de recherche. Alors, il fallait retrouver tous les moteurs parce qu'on en avait beaucoup, hein. Ce n'était pas la suprématie de Google comme maintenant. Mhm. Et du coup, voilà, c'était mes premières expériences en référencement en 2003. Et puis ensuite, j'ai fait du développement logiciel, puis je me suis spécialisée en gestion de projet. Et avec la crise du Covid, en fait, je suis revenue un petit peu à mes premières amours au référencement Google parce que justement, il y avait opportunité de faire ça dans une entreprise. Mhm. Et du coup, je me suis formée là-dessus, je me suis reformée là-dessus, on dira. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à me former, on me disait surtout, ah ouais, il faut faire des annonces parce que tu vois, c'est facile maintenant, les annonces, c'est cool. Tu testes tes mots-clés avec les annonces. Et puis ensuite, comme ça, si ça ne marche pas, tu changes de mots-clés. Mais avec ça, en fait, on dépense une blinde de fric. Et c'est une méthode qui est vachement rapide pour trouver quels sont les mots-clés qui marchent. Mais par contre, c'est une méthode qui est passablement chère et c'est pas super adapté finalement aux petites entreprises, aux solopreneurs, aux indépendants, aux petites PME. Et du coup, j'ai voulu faire autrement. Mhm. Et du coup, je me suis reformée pour faire autrement et y aller de manière naturelle pour justement éviter ces problèmes de devoir dépenser de l'argent avant et pouvoir le faire finalement à son rythme. Mhm. En fait, on peut dépenser de l'argent en SEO aussi, hein. C'est un peu faux de dire que c'est gratuit parce que ça va coûter du temps. Ou alors, ça va être délégué et ça va coûter de l'argent. Mais l'avantage, c'est qu'on peut y aller à son rythme et qu'on Ouais. peut faire les choses petit à petit. Si on en fait peu, finalement, on aura juste moins de résultats. Si on en fait beaucoup, on aura plus de résultats plus vite, tout simplement. Yes. Du coup, alors quand je dis que tu es une experte, hein, c'est vraiment le mot puisque tu nous as dit de tout ton parcours. Et juste pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers, donc il y a le SEA et le SEO.
hein, c'est ça? Oui, Donc, le SEA, c'est Search Engine ads, Advertising, c'est ouais, ça? Et l'autre, c'est Search Engine Optimization. c'est Hein. ça. Et donc, il y en a un SEO qui est gratuit et SEA, là, qui est payant. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, bah, le SEO, c'est gratuit, entre guillemets, dans le sens où ça va te coûter ton temps ou coûter de l'argent pour déléguer l'écriture des articles. Mais en fait, c'est surtout gratuit quand tu l'arrêtes, si tu veux bien. Parce que Mhm. quand tu arrêtes de publier, quand tu arrêtes de faire des articles et tout, tu as encore tout ce que tu as fait avant qui sert. C'est Tandis ça. que si tu fais du SEA, bah, non seulement tu vas payer pour les annonces, et ce prix-là, c'est un prix que tu vas payer à Google, tu ne peux pas mettre moins de... en Suisse, c'est 10 francs par jour. En France, je ne sais pas comment c'est, mais ça doit être dans les 10 euros aussi. Mhm. Euh, que tu ne peux pas mettre moins. Et ça, c'est de l'argent. Une fois que tu arrêtes de payer, il n'y a plus de trafic qui arrive sur ton site. Et les campagnes Google, c'est des choses qui, en fait, pour réussir à les gérer, c'est assez pointu parce qu'en fait, tu vas faire tes campagnes dans Google et tu vas lui donner des mots-clés. Et ensuite, Google lui-même, il va trouver des mots-clés similaires, décider quand il va vouloir afficher ton annonce. Et il va falloir toi-même aller contrôler qu'il n'est pas en train de dériver. C'est eu arrivé en fait que ça dérive. J'ai eu un cas assez rigolo où justement on proposait de la sécurisation de QR codes, essentiellement dans le domaine de la pharma ou des choses comme ça. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir des gens qui voulaient falsifier le QR code, qui cliquaient dans leur certificat Covid, qui cliquaient sur les annonces. Parce que Google a dérivé en ajoutant des mots-clés. Et puis là, il faut aller tous les jours pour contrôler tes mots-clés. C'est assez pointu. Et en gros, généralement, ça vaut vraiment la peine de faire un appel à un spécialiste pour le faire pour toi. Et du coup, bah, c'est de nouveau des budgets mensuels pour payer la personne qui va gérer les annonces et plus payer les annonces. Donc, on paye, mais ensuite, ben, une fois qu'on arrête, on arrête. C'est fini. Ouais, Tandis c'est que ça. pour le SEO, on peut aussi payer quelqu'un pour faire des articles, on peut payer quelqu'un pour gérer la stratégie, mais une fois qu'on arrête, ben, on a tous les acquis de ce C'est qui a ça. été fait On derrière. C'est pour ça qu'on capitalise, dit, voilà, voilà, tout ce on qui a été fait, capitalise. c'est... voilà. Tandis que l'autre, c'est un peu, OK, tant que tu payes, Google te met en avant de manière plus ou moins pertinente, intelligente, mais si tu arrêtes de payer, demain, tu n'as plus de visibilité du tout, quoi. C'est C'est ça, hein. ça. Par contre, c'est beaucoup plus rapide, effectivement, les résultats avec des Ouais, annonces. Donc, OK. c'est deux choses à mettre en balance. Moi, je ne conseille pas les annonces au début. Je les conseille plutôt pour des cas très particuliers, si on veut faire une campagne rapide sur quelque chose. Et à ce moment-là, bah, je conseille toujours de s'adresser à un spécialiste. J'ai des gens en magasin s'il faut pour faire ça, parce que moi, je m'en occupe pas. Mais c'est vraiment... ouais, c'est deux choses, deux manières distinctes de travailler. OK. Du coup, nous, ensemble, on va plutôt parler SEO, donc ce qui est gratuit. En tout cas, tu ne payes pas vraiment Google directement, mais toi-même, évidemment, tu investis du temps ou tu payes quelqu'un pour faire du contenu, mais voilà, ça peut Mhm. être finalement gratuit, en gros. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? En 2022, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un site internet? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut se dire, bah, c'est pas la peine parce que, OK, on va chercher sur Google peut-être plus quand on veut acheter un truc et tout, mais pour du service, etc., est-ce que c'est vraiment, ça vaut encore la peine en 2022 d'avoir un site internet? Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Alors, ça dépend vraiment du besoin. Il y a plusieurs raisons d'avoir un site Internet, et puis il y a les bonnes et il y a les mauvaises raisons. Typiquement, si c'est avoir un site Internet pour faire comme tout le monde, autant pas avoir de site Internet parce que ben, ensuite, quand on a un site Internet, il faut penser qu'il va falloir l'héberger et qu'il va falloir ensuite s'en occuper. Et pour ça, en fait, on est vite coincé avec tout ce qui est gratuit, parce que si on prend un truc complètement gratuit, un de ces hébergeurs qui propose son propre CMS et tout, et ben on va se retrouver coincé dans leur bulle. Et dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué et qu'on va vouloir passer le bébé à un développeur, parce que là, au bout d'un moment, on va vouloir déléguer ces choses, eh ben, on va être coincé. Donc, à ce moment-là, si c'est juste pour faire comme les autres, je dirais que ça ne vaut pas la peine.
Par contre, ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire de ce site Internet. Il y a plusieurs manières de faire un site Internet. Il y a par exemple, si on veut juste s'en servir comme d'endroit pour mettre des informations, les horaires des cours, les infos de contact et ces choses-là, ou si on veut juste pouvoir donner des preuves d'autorité finalement à notre audience, montrer ce qu'on a fait, qui on est, etc. Ou est-ce que ça nous sert vraiment on veut trouver des clients par ce biais-là? Est-ce qu'on veut être trouvé? Si on veut être trouvé, la question c'est est-ce qu'on veut être trouvé au niveau local ou au niveau global? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Dans tous les derniers cas, ça vaut la peine d'avoir un site Internet, mais on ne va pas le construire de la même manière parce que ça ne va pas être la même manière d'obtenir des clients dessus. Je dirais que les réseaux sociaux, c'est très bien aussi. C'est aussi ce qu'on appelle de l'organique, contrairement aux payants. Par contre, ça a le même désavantage que les annonces de Google, dans le sens où quand on arrête de publier, eh bien, on n'a plus personne qui arrive. Donc, du coup, on peut avoir des gros moments de stress où on se dit, bah, est-ce que j'ose partir en vacances? Qu'est-ce que je fais pendant mes 2 semaines où je ne suis pas là? Il n'y a plus personne qui va me voir. Et en fait, le temps de visibilité d'un post sur les réseaux sociaux, il est quand même très limité. Alors, ça permet, quand on débute, de se faire vite une idée parce que le site Internet, ça prend du temps à construire et tout ce qu'on va mettre dessus va prendre du temps à se faire référencer et forcément, ce n'est pas comme ça qu'on va tester une idée. Tester une idée avec un site Internet, c'est une mauvaise idée. Par contre, tester une idée avec les réseaux sociaux, c'est génial. Donc, pour débuter, OK, on fait pas de site Internet, on est sur les réseaux, etc. Mais une fois qu'on sait ce qu'on vend, qu'on a un truc qui fonctionne et qui tourne, eh bien, ça permet en fait d'avoir finalement un deuxième canal d'acquisition de clients. C'est comme finalement les réseaux sociaux, ils permettent d'avoir quelque chose où on peut toujours tester des nouvelles choses. Et puis, en arrière-plan, on peut avoir un deuxième flux finalement d'acquisition de clients. Ok, donc par exemple, si je veux lancer une offre, assez rapidement tester l'offre, voir si ça répond, s'il y a une demande, je vais plutôt sur les réseaux, sur Insta ou Facebook ou je ne sais pas, TikTok maintenant. Et quand je vois que ça prend, que l'offre est là, etc., je peux ensuite l'avoir sous forme d'un service dans mon site, le vendre comme un accompagnement. Et là, c'est du plus long terme, quoi. C'est ça un Voilà, peu l'idée. c'est effectivement ça, c'est du plus long terme, c'est des trucs de l'evergreen, où on va dire, OK, maintenant, j'essaye d'obtenir en fait un nouveau flux qui va arriver sur mon site Internet, qui va me laisser son email, et puis à qui je vais régulièrement renvoyer des emails contre ces offres qui sont finalement evergreen. Donc, les deux, enfin voilà, les réseaux, c'est pas ou les réseaux ou un site, tu peux combiner les deux, il n'y en a pas un qui est bon et l'autre mauvais, ça dépend vraiment de la stratégie, de ce qu'on veut, etc. Donc, ok. Et du coup, toi, quelles erreurs tu vois les plus fréquentes quand quelqu'un commence avec un site? Alors, j'imagine que tu en reçois beaucoup qui arrivent chez toi qui disent « Ah, secours Céline !» Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries? Alors, les conneries qu'ils ont faites, j'en vois 3 en général. La plus fréquente, c'est d'avoir voulu prendre des hébergements en tout gratuit avec leur propre CMS et puis ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et là, ensuite, ils ont été voir un développeur qui leur a dit que je ne peux rien faire avec ça et qu'il doit tout recommencer. Et puis du coup, ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont fait ne sert à rien. Ça, c'est vraiment une des plus grosses erreurs, c'est d'avoir fait vraiment pris des choses du tout gratuit au départ, parce qu'il y a des hébergements qui ne sont pas si chers que ça actuellement et qui permettent d'utiliser des choses comme WordPress qui sont finalement très utilisées partout dans le monde et il y a plein de développeurs sur la planète qui sont capables de faire des choses bien avec WordPress et du coup, de ne pas avoir pris quelque chose de standard, ça, c'est une des grandes erreurs en se disant j'économise 3 francs 6 sous ici. Et puis après, en fait, c'est encore plus cher parce qu'on est découragé, il faut tout recommencer. Okay. Sinon, je vois aussi que souvent, les gens, ils n'ont pas du tout pensé au référencement dès le départ. Alors, ce n'est pas
un gros problème. On peut reprendre les choses par après, mais c'est du rework en quelque sorte, parce qu'il va falloir repenser la structure du site, repenser les articles, etc., en fonction des mots-clés à mettre en avant. Souvent, euh, les gens, en fait, ils pensent pas forcément, ils n'ont pas fait un travail de réflexion au niveau des mots-clés, et puis ils se disent, je sais pas, un éducateur canin qui se dirait, ah ben moi j'aimerais bien qu'on me trouve sous le mot chien Toulouse. Oui, mais en fait, si tu vas regarder dans Google, chien Toulouse, les gens qui ils cherchent chien Toulouse, ils cherchent des chiens à Toulouse, mais ils ne cherchent pas un éducateur à ce moment-là. Donc, ils n'ont pas fait une réflexion non plus. Et du coup, ils ont des fausses attentes et des fausses envies par rapport aux mots-clés sur lesquels il faut les trouver. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que souvent, les gens, ils ont un site internet, comme je disais au début, pour une mauvaise raison, pour faire comme tout le monde. Puis en fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils ont un site internet. Quand je pose la question pourquoi, on me regarde souvent avec des gros yeux en disant, mais enfin, tout le monde a un site internet. Alors je dis un site internet, c'est normal. Mais en fait, c'est vraiment de se poser la question plus loin. Pourquoi j'ai un site internet? Est-ce que c'est pour faire preuve d'autorité? Est-ce que c'est pour générer du trafic local? Est-ce que c'est pour générer du trafic global? C'est vraiment des choses, des questions qu'il faut se poser à la base, parce que voilà, on ne construit pas les choses pareilles, que ce soit dans l'un ou l'autre cas. Ouais, non, ça me plaît bien ce truc du pourquoi, parce que en fait, c'est pour tout comme ça, hein. Ouais. Pourquoi on fait les choses, poser l'intention. C'est vraiment la question de base, et souvent on commence par le comment je vais faire, et puis c'est pas la bonne question à se poser. Donc là, je suis vraiment en phase, ça me parle beaucoup, parce que ce pourquoi, Start with Why, hein, c'est un bouquin de Sinek qui est super, mais ce truc s'applique pour tout. Donc déjà, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais un site? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde, ou il y a vraiment quelque chose derrière, une vision? Donc ça, c'est super intéressant. Du coup, pour être bien référencé quand on n'est pas un pro, parce que moi, mon audience ne sont pas pros tu vois, de ça, ce pas des techniciens. La plupart du temps, c'est des gens, voilà, qui veulent accompagner, mais qui veulent être visibles. Ils ne sont pas des pros. Est-ce qu'on peut s'en sortir, être bien référencé sans être un pro, selon toi? Oui, on peut s'en sortir sans être un pro, parce qu'en fait, il y a une différence entre pouvoir référencer différents sites dans différents domaines, ou pouvoir se référencer soi-même dans son domaine précis, en fait. Et alors, il faut évidemment se former pour y arriver. Il y a plein d'informations gratuites qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Moi, j'en fais partie, je fais des vidéos que les gens peuvent regarder. Il y a des bouquins aussi. Il y a l'excellent livre de Olivier Andrieux, qui est finalement le père du SEO français, qui fait, je ne sais plus, 600 pages, quelque chose comme ça. Il faut peut-être avoir envie de se le manger, mais voilà, il faut se former la moindre, ou voilà, si on veut avoir l'information de manière un petit peu plus compacte, prendre une formation en ligne ou prendre un accompagnement personnalisé. Mais c'est tout à fait possible d'y arriver. L'avantage de se former plutôt que de déléguer cette prestation à quelqu'un, c'est que en fait, ce qu'on a vu avant, hein, le SEO, c'est du long terme. Donc, du coup, on va continuer sur la durée à alimenter son site. Et l'idée, c'est d'être autonome et de ne pas avoir besoin à chaque fois de refaire appel à quelqu'un pour améliorer ses articles, et chaque nouvelle fois qu'on met quelque chose sur son site, parce que sinon on est de nouveau dépendant financièrement. On doit à chaque fois ressortir de l'argent pour faire ces choses. Donc si on s'est formé pour le faire, c'est capitalisé, et puis ensuite on est autonome pour le faire soi-même. Ok, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On peut le faire soi-même. Ça, ça demande donc déjà de savoir pourquoi on fait ce site, et ensuite avoir quelques connaissances, et y aller. Donc ça, c'est cool. Et toi, est-ce que tu aurais une stratégie à recommander pour avoir de bons résultats assez rapidement pour quelqu'un qui a son site là? Et qu'est-ce que tu lui recommanderais comme stratégie? Alors, les résultats, si jamais
hyper rapide en SEO. Hein. C'est pas comme les réseaux sociaux, c'est pas comme les annonces. Ça peut prendre du temps. Google, en fait, il a son robot qui va passer de site en site. Il se promène sur Internet et puis il passe de site en site. Et quand il en découvre un, soit il le met tout de suite dans sa base de données, soit il se dit ouais, je l'ai vu, mais j'y reviendrai plus tard. Et du coup, ça peut prendre un certain temps avant qu'il arrive et qu'il indexe les pages. Donc, ce que je donnerais comme conseil pour accélérer les choses, c'est déjà à chaque fois qu'on a mis une nouvelle page en ligne, c'est d'informer Google que cette page existe via la Search Console. Et puis, c'est également en fait, Google considère l'autorité des pages. Donc, plus il y a de sites qui vont, de pages, de liens qui vont rentrer sur une page donnée, plus il va se dire qu'elle fait partie d'un écosystème. Alors, avoir des backlinks, ce n'est pas forcément évident, surtout au début. Je ne conseille pas du tout d'aller acheter des backlinks dans des fermes de backlinks où on peut acheter des packs de backlinks parce que, en fait, souvent, c'est des choses de très mauvaise qualité. C'est un petit peu du spam et du coup, ça n'apporte rien. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que nous-mêmes, on a notre propre site et en fait, on peut se créer des liens de notre site vers notre nouvelle page quand c'est pertinent. Et du coup, ça montre à Google que cette page qu'on a rajoutée ou cet article qu'on a rajouté, ce n'est pas une espèce de verrue. Elle est intégrée, elle fait partie intégrante du site. Donc, du coup, déjà de la lier à peine elle est sortie, d'avoir des liens entrants depuis notre site vers cette page, ça aide beaucoup pour l'indexation plutôt rapide. Et puis, bien sûr, d'avoir choisi des mots-clés pertinents. Alors, quand on est face à des mastodontes, en général, ça ne sert à rien d'aller chercher les mêmes mots-clés qu'eux, parce qu'ils auront certainement fait beaucoup plus de travail. Et puis, en gros, si on veut se positionner sur un mot-clé, il faut que notre contenu soit plus pertinent que celui des 3 meilleurs. Si les 3 meilleurs, ils ont déjà fait un travail monstrueux et qu'ils ont plein de mots-clés reliés, on ne va pas réussir à monter rapidement là-dessus. Donc, ce que je conseille plutôt, c'est d'aller se positionner sur des requêtes un petit peu moins concurrentielles, plus des longues traînes, en fait. Donc, des requêtes avec 4 ou 5 mots, des questions que les gens se posent, où il y aura déjà un petit peu moins de concurrence et où, du coup, on peut apporter une réponse plus précise et avoir plus de valeur selon notre audience que le concurrent, en fait. Parce que chacun a une manière différente de voir les choses et de voir le monde. Et du coup, la question, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que moi, j'apporte de plus que les autres là-dessus et d'apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, intéressant. Je dirais les Ok. basiques, en fait. Donc, tu as parlé de la Google Search Console, c'est ça? Mhm. Et donc des links, des liens à faire pointer vers toutes les Ouais. nouvelles pages qu'on crée. Et donc de prendre un positionnement, pas avec des mots-clés que des gros ont déjà avec leur chalutier, là, tout pris, tout le gros poisson, mais d'aller peut-être chercher des poissons plus petits, plus fins, mais qui ont meilleur goût, et avec se mettre dans la tête de la personne qui cherche des infos, et dire tiens, qu'est-ce qu'elle chercherait, et de se positionner sur un truc plus pointu pour ça, ouais. ressortir dans les recherches. Ok, ça c'est une stratégie qu'on peut démarrer assez rapidement, le faire comme ça. Google Search Console, faut se créer un compte, comment ça se passe? Oui, la Google Search Console, il faut se créer un compte et puis il faut lier son site internet à la Search Console. Ça veut dire qu'il faut aller ajouter un petit code dans son site pour autoriser Google à tracer ce qui se passe sur le site. Et ensuite, comme ça, on obtient les informations. Ok. Ouais, ce qui n'est pas un truc qu'on sait. Hein. En fait, on dit je vais créer mon site et puis voilà, et on ne fait rien. Et c'est pas forcément évident de le savoir. Mais ça, c'est le premier truc à faire. Ok, cool. Merci beaucoup. Tu as donné déjà beaucoup d'infos pour quelqu'un qui voudrait commencer. Et du coup, toi, si on veut te suivre ou travailler avec toi, comment on peut faire? Alors, moi, je suis présente sur Facebook. Je suis aussi pas mal présente sur LinkedIn. Donc là, je publie en général 3 fois par semaine, soit sur Facebook des vidéos ou sur LinkedIn des textes et aussi sur LinkedIn des carousels avec des explications
des petits tips actionnables. Mhm. Et puis, actuellement, je fais de la formation en individuel, mais à partir de mi-septembre, j'ai une formation en ligne qui va sortir où on sera finalement en petit groupe. Comme ça permet de démocratiser en fait l'accès à cet accompagnement, parce que j'avais un peu une frustration à voir que comme le programme est dense, il y a beaucoup de choses à voir, de pouvoir finalement faire des choses à moindre coût. Donc, du coup, l'idée, c'est de regrouper les gens et de faire finalement des séances par Zoom où on va passer à travers les différents concepts. Ce sera disponible à la vente à partir de la fin du mois de juillet à prix promo. Cool. Et puis après, ça commencera en septembre. Comme ça, tout le monde a eu le temps de revenir de vacances, relancer les enfants à l'école, parce que ça, après les vacances, il y a la rentrée. Et puis je sais que c'est aussi la course pour tout le monde. Donc, Ouais. on laisse tout le monde commencer tranquillement et on attaque mi-septembre. Ok, donc déjà, les gens peuvent s'inscrire fin juillet, tu dis, et Oui, le première cohorte commence en septembre. Et donc, c'est du done with you, hein, c'est ça, tu, tu formes ces personnes à se débrouiller toutes seules, c'est ça, hein. voilà, c'est ça. Je les forme à se débrouiller toutes seules. Donc, on passe à travers tous les concepts, justement, tout ce qui est la recherche de mots-clés, le suivi, ce qu'on dit les KPI, les Key Performance Indicators, pour pouvoir suivre nos actions, voir comment ça fonctionne, et puis vraiment pouvoir voir les structures. Et ensuite, je passe aussi un petit peu sur tout ce qui est comment faire, parce que c'est bien joli quand les gens ils arrivent sur notre site, comment faire pour capter leurs emails, parce que si on a plein de trafic mais que tout le monde s'en va, ça ne sert à rien non plus. Donc, comment faire pour capter les emails, et ensuite, comment organiser tout ça pour éviter d'être complètement débordé et pouvoir organiser sereinement ses actions. Cool. Et en combien de temps tu les suis pendant combien de temps? Alors, ça va faire, il y aura 9 séances réparties sur 3 mois. Ok, cool. Donc, le truc, c'est il faut avoir un site qui est prêt, hein. Toi, tu enseignes pas à faire le site, tu Alors, on va enseignes voir à le aussi. référencer. Si. Oui, on va voir aussi, il y aura un petit module sur les bases de la création du site sur WordPress. Ok. Après, c'est la base de la base, juste pour qu'on puisse créer son truc soi-même pour les choses simples. Et évidemment, si après, il y a des choses plus compliquées, l'idée, c'est de déléguer à un développeur. Mais moi, j'aime bien que les gens sachent faire eux-mêmes des choses comme juste publier un article ou changer le texte sur un bouton, parce que s'il faut demander au développeur pour faire ces choses-là, en fait, le développeur, il trouve ça nul, ça l'embête, il n'a pas le temps parce qu'il a d'autres projets plus urgents, puis du coup, on passe en bas de la pile et en fait, on n'arrive jamais à avancer. Ouais. Tandis que quand il y a des trucs hyper compliqués, là, ça vaut la peine d'appeler le développeur et puis de se faire des choses personnalisées. Donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir Ok, donc faire faire les soi-même choses les petits soi-même. travaux et les gros Ouais, travaux, on peut les déléguer, mais au moins on est voilà. déjà autonome pour avancer et pas être complètement bloqué et dépendant de quelqu'un qui a autre C'est chose à ça. faire, qui va te mettre Ouais. en Et bas de la pareil pile. pour l'écriture des articles, en fait, on apprend à écrire un article pour que ce soit compatible SEO. Mais ensuite, je ne vais pas transformer les gens en écrivains, hein. Moi, je vais leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire au niveau référencement. Et puis après, s'ils ne se sentent pas à l'aise d'écrire, parce qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas écrire, hein, c'est vraiment pas leur dada, ils ont toutes les clés en main, en fait, pour pouvoir déléguer ça et bien choisir leur rédacteur pour pouvoir faire écrire leurs articles par d'autres personnes. C'est ça. Donc, Ça, c'est c'est le vraiment l'idée de la copywriting, formation. hein. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, et Ok. c'est tout le copywriting et tout ce qui est la partie SEO aussi dans l'écriture d'articles pour que Google puisse mieux les référencer. Ok, super. Merci beaucoup, Céline. Euh, Merci Anne. J'espère que cette interview vous aura apporté des réponses. Et si vous voulez aller plus loin, suivez Céline sur ses réseaux. Je mettrai les liens dans la description. Et puis, contactez-la. Et voilà, en tout cas, moi, avec tes vidéos, tu m'aides déjà beaucoup. Donc, merci à toi. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview d'un expert d'un autre domaine. À bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Salut Au Céline. revoir.